Je cède la parole à James Massy, qui lui aussi va donner la parole en quelque sorte aux étudiants issus Tout à du fait. bac professionnel, questionner leur rapport aux études, les difficultés qu'ils rencontrent, leur rapport à l'avenir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe qui a organisé ce colloque de grande qualité. Je suis en effet très content d'être ici, et ça pour deux raisons. La première, comme tout le monde, pour présenter des travaux. Et la seconde, c'est que je fais partie personnellement de cette génération bac pro, parce que j'étais effectivement, moi, au collège quand elle est née, et j'ai fait partie, avec de nombreux copains à l'époque, de ces jeunes orientés vers la filière professionnelle. Alors, c'est donc un plaisir pour moi aujourd'hui de communiquer 30 ans plus tard et de m'exprimer sur le sujet, mais en tant que chercheur. Alors, tout comme Fabienne et d'autres peut-être, je suis très déçu que Vincent Troget ne soit pas venu, parce que je comptais sur lui pour présenter les principaux résultats de notre recherche. Alors, en son absence, il va me revenir de vous restituer au moins quelques éléments qui me permettront ensuite d'introduire ma présentation. Une présentation dont j'ai finalement changé le titre par rapport au programme, et qui s'intitule à présent « Les difficultés des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur, un regard temporaliste ». Ou plus simplement, comme le dirait un des jeunes interrogés, le fait de perdre un an, c'est finalement un avantage, on arrive au même niveau que les bacs généraux. Alors, le titre ne change rien au contenu, le fait est que j'ai envoyé mon texte très tard, et que le titre que vous avez est celui que j'avais donné en juin. Ma communication se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, je vous présenterai une recherche autour des effets de la réforme. Et dans un second temps, je vous présenterai une analyse personnelle des difficultés qu'éprouvent ces nouveaux bacheliers professionnels une fois dans l'enseignement supérieur, avec un parti pris fondamentalement qualitatif, ce coup-ci. La recherche dont il est question a été réalisée entre 2009 et 2013 dans l'Académie de Nantes par des chercheurs de l'Université de Nantes, que sont Pierre-Yves Bernard du CREN, Laura Delaveau du Sens, Vincent Troget et moi-même du CREN. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi pour remercier l'ADEP et le centre Henri Eckpers, UNSA, qui ont financé ce projet. Alors, dès le départ, notre conviction, comme celle de bien d'autres, j'imagine, était que cette réforme allait constituer une transformation majeure pour l'enseignement professionnel. Nous nous sommes alors demandé dans quelle mesure, en affichant une plus grande ouverture des lycées professionnels vers la poursuite d'études post-bac, elle était susceptible, cette réforme, d'infléchir la logique de relégation et d'orientation par défaut qu'ont montré Hugo Paletta et Aziz Djellab. Nous avons donc d'abord cherché à appréhender les effets de la réforme sur les aspirations et les projets d'orientation des élèves de lycée professionnel, et plus généralement sur leur expérience scolaire au lycée, puis après dans le supérieur. Nous avons pour cela combiné 3 enquêtes par questionnaire, menées dans les mêmes établissements de l'Académie de Nantes, à 3 moments différents. Les 2 premières enquêtes en classe de seconde, puis 2 ans plus tard, qui est pour la majeure partie en classe de terminale, qui ont touché chacune près de 500 jeunes. Et la troisième, qui a été réalisée 4 mois plus tard, enfin 4 mois après le bac, et qui n'a touché que 143 jeunes. Alors cette différence tient à la différence dans la passation des questionnaires, puisque la dernière a été réalisée par téléphone, alors que les 2 précédentes avaient été réalisées in situ en classe. Alors, ces 3 enquêtes par questionnaire s'articulent avec 2 séries d'entretiens semi-directifs avant le bac et après le bac, qui totalisent un peu moins de 60 entretiens. Alors, je ne vais pas développer ici tous les résultats, je n'en livrerai qu'un qui nous intéresse particulièrement, c'est la hausse du niveau des aspirations. Les données de l'enquête conduite en 2012 et 2013 avec les élèves entrés en seconde en 2009 se sont inscrites dans une parfaite continuité avec la première enquête, puisqu'en 2009, alors qu'ils étaient en classe de seconde, 59% des élèves interrogés déclaraient vouloir poursuivre leurs études ou leur formation, et au printemps 2012, soit 2 ans plus tard, ils étaient 61%. Cette continuité des aspirations exprimées en 2009 se manifeste également par le maintien d'une demande de formation professionnelle, majoritairement en lien avec la spécialité apprise au lycée et assez souvent en alternance, puisque sur l'ensemble de l'échantillon, la part de ceux qui souhaitent poursuivre leur formation en alternance est de 26% et ceux qui veulent poursuivre à plein temps, 35%. Parmi les formations choisies, c'est, je vais le redire, c'est la préparation d'un BTS qui domine, soit en lycée au sein des STS avec 64% des vœux de poursuite d'études, soit en alternance avec 66% des vœux de poursuite de formation en alternance.
On peut dire en résumé que près de 2/3 des vœux de poursuite d'études sont dirigés vers les STS, mais ce que les collègues ont déjà dit. L'effet d'attraction produit par la réforme en raison de l'égalité symbolique avec les filières générales et technologiques ne s'accompagne donc pas d'un effet centrifuge qui augmenterait les tentatives de poursuite d'études générales. Au contraire, comme je viens de le dire, c'est la voie technologique supérieure et essentiellement les BTS que les élèves de Bac Pro envisagent comme un débouché naturel de leur formation. Les demandes de poursuite d'études en formation postsecondaire non supérieure, type mention complémentaire, et là que ce soit en alternance ou sous statut scolaire, représentent près de 16% des demandes de poursuite d'études et de formation, soit un peu moins de 10% de l'échantillon. Les demandes de poursuite d'études en université et hors IUT ne représentent qu'à peine 15% des vœux de poursuite d'études, soit un tout petit peu moins de 5% de notre échantillon. Pour rappel, au niveau national, en 2013, 24% des bacheliers sont entrés en BTS et 8% dans une formation universitaire. Cette seconde enquête nous a aussi permis de confirmer l'influence directe de la réforme sur les aspirations aux poursuites d'études, puisque 47% des bacs pro en 4 ans entendaient poursuivre leurs études, un taux qui est de 65% pour les bacs pro 3 ans la même année. Elle aura aussi permis de montrer que la réforme avait probablement accentué les clivages qui existent déjà entre les spécialités, et une analyse toutes choses égales par ailleurs, nous a permis d'identifier les facteurs les plus déterminants pour la formulation d'un projet de poursuite d'études par ces élèves du Bac Pro en 3 ans. Il s'agit, par ordre d'importance, de la filière, bien entendu, des ressources économiques de la famille, de la nationalité d'origine du père et des résultats scolaires antérieurs à l'entrée au lycée professionnel. Ce qu'a déjà dit Cédric. Autrement dit, les élèves qui exprimaient des projets d'études post-baccalauréat au moment de l'élaboration des vœux d'orientation en terminale étaient plus nombreux dans certaines filières que dans d'autres. Globalement, il s'agit du tertiaire administratif et de certaines spécialités industrielles. Leurs parents disposaient de ressources économiques plutôt stables et ils étaient plus fréquemment issus de l'immigration. Et enfin, ils avaient peu ou pas redoublé dans leur cursus antérieur. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ces résultats, et vous comprendrez qu'ils plaident pour un effet plutôt positif de la réforme, au moins sur les aspirations. Alors, pour conclure sur cette partie-là, je vais citer Vincent, qui lui aurait conclu en disant, et je cite, « La réforme du Bac Pro en 3 ans a eu un effet d'attraction significatif auprès des familles, participant à ce que l'on pourrait appeler une revalorisation de la filière professionnelle, qui commence à constituer une authentique voie d'accès à certaines formations technologiques supérieures. » Mais il aurait nuancé en précisant que la construction de ces aspirations et leur transformation en projets effectifs sont demeurées en partie dépendantes des ressources que ces familles sont capables de mobiliser, tant en termes de capital informationnel, tous les éléments que Claire nous a cités, que de capital économique. Alors, voilà, j'en ai fini sur cette première partie, c'était la mission pour pallier l'absence de Vincent. Maintenant, j'en viens à ma partie. C'est fort de ces conclusions qui soulignent cet effet Bac Pro en 3 ans sur les aspirations des élèves et de leurs familles, et dans un contexte, on l'a rappelé dès le début du colloque, qui entend porter 60% d'une génération à un diplôme de l'enseignement supérieur, je me suis intéressé à l'expérience de ces nouveaux bacheliers une fois parvenus dans l'enseignement supérieur. Ma présentation concernera plus spécifiquement leurs difficultés une fois qu'ils y sont parvenus. Alors, non que celles-ci aient été envisagées comme une hypothèse, c'est-à-dire elles n'ont pas été envisagées dès le départ comme une conséquence de la réforme dans l'enquête, mais elles se sont imposées au cours de l'enquête, notamment au cours des entretiens, comme un fait. Donc, je n'ai pas cherché là à dresser une liste exhaustive de ces difficultés et à les analyser à la lumière des différents curricula, ce qui reviendrait à évaluer les manques, comme le disait hier Brigitte Trocmé. Au contraire, j'ai cherché à comprendre leurs difficultés à travers le récit qu'ils font de leur expérience, en focalisant mon analyse sur les dissonances temporelles. Alors, les questions de temporalité, dans l'enseignement supérieur, en tout cas, ont été déjà soulevées par de nombreux auteurs et de longue date, puisque la thèse de Véret date de 1974. On peut aussi citer Lahire, et puis forcément Stéphane Beau, qui a été un peu là-dessus mon initiateur, puis Millet, pour ne citer que. Alors, j'ai souhaité pour ma part concentrer l'analyse sur la maîtrise gestionnaire du temps, qui renvoie autant au présent qu'à l'avenir, le premier orientant le second,
autant que le second oriente le premier. Je m'explique. On peut aisément affirmer que le présent définit l'avenir et que l'avenir souhaité peut orienter le présent. Mais, justement, et c'est là tout le problème, tout le monde ne parvient pas à agir en direction de l'avenir, ou tout du moins ne parvient pas à maîtriser les effets du présent sur l'avenir. C'est ce qu'expliquent depuis très longtemps les sociologues et philosophes, que ce soit Durkheim, Bergson ou encore Gurvitch, ou bien d'autres après eux. Le temps est une construction sociale. Et dans cette perspective, Bourdieu et Terrail, dans les années 80, ou plus tard Millet et Taine, ont de leur côté montré que la maîtrise du temps par les individus dépend de leurs conditions de classe et d'existence. Plus récemment, Aubert, Hartog ou Pronovo ont montré que cette maîtrise du temps était de plus en plus nécessaire dans les sociétés occidentales, et elle fait suite à l'industrialisation et à la technologisation qui ont conduit à ce que Rosa appelle l'accélération, mais ont surtout conduit à une nouvelle forme de rapport au temps, ce que Pronovo appelle la civilisation du temps abstrait. J'ai pu moi-même montrer dans le cadre de ma thèse que cette maîtrise du temps socialement distribuée est une compétence systématiquement attendue des élèves tout au long de leur scolarité, et notamment dans le supérieur. Alors, de fait, la société, ce que cela signifie, c'est que la société incline à maîtriser le temps, jusque dans l'école, alors même que sont exclus de cette maîtrise les plus fragiles, les plus vulnérables. Cette compétence, qui, à ma connaissance, ne figure pas dans les référentiels, est d'ailleurs devenue d'autant plus essentielle pour réussir sa scolarité que s'est accentuée la concurrence au sein du système éducatif au gré de sa démocratisation. L'enseignement supérieur étant cela devenu l'ultime espace social où s'opposent et se reconstruisent les temporalités. C'est donc dans cette perspective que Grossin appelait temporaliste que j'ai souhaité analyser les difficultés de ces étudiants. Alors je m'en tiendrai ici aux étudiants de STS, tout d'abord parce que c'est l'orientation privilégiée, on a cessé de le répéter, mais aussi parce que leurs pairs au sein des universités ou des IUT n'échappent pas en fait à ces difficultés et ils sont peut-être même davantage soumis. Faute de matériaux, c'est une précaution que je prends, faute de matériaux, je n'ai pas pu faire une analyse qui prenne en compte les différentes spécialités ou modalités de formation, car, et c'est là tout le problème du suivi d'une génération, si nous partîmes à près de 500, nous arrivâmes, hélas, à moins de 20. Donc forcément, ça limite, mais comme ce n'était pas le but, effectivement, ça s'est imposé, donc je n'ai cherché là que, enfin dans le discours, que ce qui était récurrent, c'est-à-dire ce qui était quasiment unanime, finalement. Donc, c'est une analyse incomplète, certes, que je vais vous présenter aujourd'hui. Néanmoins, l'intérêt de ce travail, qui est plutôt exploratoire, donc, réside dans la récurrence de ces difficultés au sein du discours des bacheliers professionnels interrogés. Alors, je parle de bacheliers professionnels, même si ces derniers sont dans l'enseignement supérieur, d'abord pour faciliter la compréhension, mais aussi parce que c'est un terme indigène. Vous verrez qu'eux aussi continuent, une fois arrivés dans l'enseignement supérieur, à se définir comme bac pro. Ou plutôt, je devrais dire comme les interactionnistes, à se stigmatiser en tant que bac pro parce que ça sous-entend qu'ils le sont par d'autres. Alors, on retrouve bien entendu dans notre corpus la dialectique qui oppose les enseignements généraux aux enseignements professionnels, ce qu'avait déjà évoqué Aziz Djellab pour le lycée professionnel et Sophie Orange pour les BTS. Et c'est naturellement au sein des enseignements généraux que se cristallisent toutes les difficultés de ces bacheliers professionnels. Mais à ce propos des difficultés, il y a deux discours qui émergent. Tout d'abord, et c'est la première difficulté énoncée, ils évoquent une marche qui tiendrait au niveau des apprentissages qu'ils ont réalisés au lycée. C'est ce que nous dit cette jeune femme. Par exemple, en français, on nous faisait des exercices, on nous faisait des rédactions, mais c'était des rédactions de niveau collège. Et cette marche conduit inexorablement à une chute des résultats dont témoigne cette autre jeune femme qui nous dit « Je ne m'attendais pas à avoir une aussi haute marche à monter. Passer du dessus de la moyenne 10, 11, 12 et descendre à 5, 6, 4, voire 2, ça fait une claque au début. » Mais, au départ, on se dit, voilà, c'est un problème curriculaire, une difficulté entre l'input et l'output, en gros. Mais non, en fait, c'est hâtif de penser que cette marche est juste imputable au curricula. En effet, une fois posé ce constat, un second niveau de discours s'impose et une autre catégorie de difficultés émerge alors, c'est la confrontation avec d'autres étudiants issus des bacs généraux ou technologiques. Le rapport aux enseignements généraux est alors évalué, non plus à l'aune des apprentissages effectués avant, mais à l'aune de ce que ces autres étudiants non bacheliers professionnels ont, eux, déjà acquis. Ce ne sont alors plus les bacs pro qui ne seraient pas au niveau, mais ces autres qui seraient meilleurs. Une étudiante explique, je la cite, « Les STG et tout ça, ils ont plus de facilité que nous. » Et elle poursuit en disant, surtout qu'il y a beaucoup de STG, et eux, ils sont là, ils disent, nous, on fait ce qu'on veut, on s'en fiche, on peut parler entre nous.
Alors, dans la seconde partie de cet entretien, on comprend qu'en plus du niveau de ces études, de ces autres étudiants, leur nombre accroît considérablement le sentiment de concurrence. Celle-ci est perçue comme injuste, parce qu'à la fois, lorsque la cadence diminue, les bacheliers professionnels se trouvent stigmatisés, et que quand elle accélère, ils se sentent à la traîne. C'est ce dont témoigne cette étudiante qui nous dit « Bah oui, il y a des choses qu'on a appris en bac pro comptabilité et qui sont des notions dans les BTS, mais pas tellement que ça. » Donc les profs, ils n'ont pas le temps de nous gérer et donc on a un peu de difficulté en fait. Cela se traduit aussi, cela se traduit alors par une sorte de défiance sociale qui nous en dit long sur le sentiment de ces jeunes, aussi au sein de l'enseignement supérieur. Cet extrait d'entretien en rend bien compte. Elle dit au début, ça a été difficile parce qu'on avait l'impression qu'on n'était pas du même milieu, qu'on n'avait pas la même mentalité avec ceux qui venaient de Général. En fait, j'avais l'impression, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas les mêmes choses. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un ressenti. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas, ils ne voulaient peut-être pas se mélanger. Alors, de ce rapport de force au sein de la classe émerge forcément un sentiment d'injustice qui renvoie au sentiment d'être dominé en classe, une sensation que le nombre ne fait forcément qu'amplifier. Je rappelle que les bacheliers professionnels représentaient seulement 29% des effectifs des étudiants de STS en 2013, et une tendance encore plus importante dans les spécialités du tertiaire où il n'était que 25%. Et l'absence de ce même sentiment chez les apprentis, au moins ceux que nous avons rencontrés, plaide en faveur de l'idée d'un rapport de force au sein de la classe. La même année, les bacheliers des filières générales et technologiques ne représentaient qu'un quart des apprentis inscrits en première année d'une formation niveau 3, ce qui inverse donc le rapport de force, ou au moins le rend invisible aux yeux des jeunes interrogés. Enfin, je ne vais pas forcément me faire que des amis, mais les enseignants ne sont pas étrangers à ce processus d'étiquetage. Certains étudiants évoquent une forme de dévalorisation qu'ils ressentent dans les propos que peuvent tenir des enseignants. C'est ce que nous expliquent ces jeunes femmes qui nous disent « Et puis même, ils, les enseignants, pensent qu'on n'a pas les mêmes capacités, qu'on est moins bon, quoi. » On le ressent en fait, à travers certaines paroles qui disaient on voyait bien qu'ils nous sous-estimaient, quoi. Donc nous, on voit bien, on reconnaît bien l'identité bac pro qu'ils s'infligent, ou en tout cas qu'ils ont, et puis cette distance qu'il y aurait entre les étudiants. Et effectivement, la distinction que certains étudiants établissent, certains enseignants établissent durant les cours entre les bacs pro et les autres participe de la même distinction chez les jeunes interrogés qui opposent des prétendus vrais étudiants de BTS qui auraient toute leur place dans la classe et des donc moins vrais étudiants de BTS qui seraient ces bacs pro et qui, eux, ne se sentent pas à leur place. Alors, malgré ce tableau qui n'est pas très positif, j'en conviens, je voudrais préciser quand même que, contrairement au discours que tiennent les lycéens à l'entrée de leur cursus en bac pro, ces jeunes ne remettent plus en cause le sens ou l'utilité des savoirs généraux. Ils semblent même avoir renoué avec, sans doute du fait que ceci leur manque, un manque qui devient dans tous les cas discriminant dans la classe et qui peut même se muer parfois en lutte des classes. L'autre grande difficulté évoquée tient au rythme et à la qualité de travail auquel les bacheliers professionnels n'avaient jamais été confrontés. Et même si, selon Pévendy, les STS sont parmi les filières qui demandent le moins de travail personnel, elles en demandent forcément toujours plus que ce qui leur avait été demandé jusqu'ici. Et les jeunes que nous avons interrogés soulignent d'ailleurs, pour la plupart, un manque de travail personnel, mais surtout un manque de temps, un manque de gestion du temps, disent-ils, qu'ils imputent à la quantité de travail inhérent à ce fameux retard. C'est ce que nous dit ce jeune. Parce que quand nous, on voyait un cours, c'était que des révisions pour les autres, alors que pour nous, c'était une découverte. Donc c'est sûr qu'après, il faut plus refaire les exercices, plus apprendre, alors que les autres, ils n'avaient pas besoin. Cela ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas. D'aucuns disent même travailler chaque soir au moins 1 heure et faire, comme ils disent, des petites fiches de révision. Mais pour certains, il reste difficile, voire impossible, de répondre aux exigences du BTS, à l'instar de ce jeune homme qui nous explique que c'est surtout que la charge de travail, elle n'est pas du tout la même. Alors bon, en BTS, il faut vraiment bosser au moins 2 heures par jour pour être vraiment dedans. Et moi, je ne peux pas. J'arrive pas à me dire, vas-y, travaille. Un jeune apprenti témoigne de la difficulté qu'ajoute la situation d'alternance à tout ça. Il nous dit, en fait, pendant la semaine d'école, on est dedans, donc on arrive un petit peu à travailler. Mais après, pendant les 2 semaines d'entreprise, je n'ouvre pas un cahier. Donc la reprise, c'est dur. On comprend bien ici toute la question de la maîtrise du temps qui semble leur échapper.
Pour les jeunes interrogés, la question du travail personnel est récurrente et pour tous, la réponse se trouve dans ce qu'ils appellent la méthode de travail. Avec une expression consacrée en la matière, c'est en ayant une méthode qu'on y arrive, dont on peut facilement penser qu'elle leur a été soufflée tant elle est récurrente dans les discours. Cependant, aucun d'entre eux, forcément, n'a su expliquer précisément ce que pouvait constituer la méthode. Les bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur semblent en cela devoir faire face à la réalité d'habitudes contractées depuis le collège, ou en tout cas parfois depuis le collège. Si tous n'étaient pas des bosseurs, clairement, avant le BTS, la quasi-majorité d'entre eux, une fois en BTS, peut être assimilée au forçat, un modèle que j'emprunte, un type que j'emprunte à Anne Barrère, un type d'élève qui conjugue acharnement au travail et écrasement subjectif devant une réussite qui n'est pas proportionnelle à ce même travail. En cela, le forçat incarne toute l'injustice du système qui ne récompense pas le travail. En résumé, sur ce point, on peut dire que les bacheliers professionnels, ceux-là, en tout cas, n'ont pas été préparés, ou plus exactement, n'ont pas eu le temps de se préparer à l'éventualité d'une poursuite dans l'enseignement supérieur, à ce que cela suppose, mais aussi à ce que cela propose. À ce manque de temps pour se préparer s'ajoute effectivement un rapport de force au sein de la classe qui leur est défavorable, au moins dans les lycées. Ce qui, comme nous allons le voir, enfin tout ça, mais comme nous allons le voir, n'est pas sans effet sur leur niveau d'aspiration. Le niveau d'aspiration des jeunes, il est intéressant parce qu'il porte en lui à la fois la représentation qu'ils se font de leur avenir, c'est-à-dire la place qu'ils visent dans la société à venir, mais aussi le niveau de confiance dans leur capacité à y parvenir. Or, bien qu'aujourd'hui, la très grande majorité des familles ait intériorisé la norme de scolarisation longue, comme l'a montré Tristan Poulawek, Marie Durubella et Agnès Van Zanten montrent quant à elles que les compétences et les ressources qui permettent de développer des stratégies scolaires restent inégalement réparties et conditionnent des parcours scolaires dont on sait qu'ils sont inégalement rentables et inégalement valorisés. L'étude récente de Barré, Rick et Vol montre que cette tendance n'a fait que se renforcer au gré des crises. Celles de 2008 et 2010 ont donné toujours plus d'importance à la place du diplôme, au moins dans l'accès à l'emploi, et renforcé l'idée du bac comme niveau de diplôme minimal sur le marché du travail. L'avenir incertain devient alors d'autant plus anxiogène qu'on est peu diplômé. Et même si le diplôme ne suffit pas à assurer l'avenir, j'en conviens, il en limite au moins l'incertitude. Et ces jeunes que nous avons interrogés s'inscrivent quant à eux dans un rapport anxieux à l'avenir. À la fois parce que, comme l'explique François Hartog, l'avenir fait toujours plus de place à l'incertitude et à la menace et renforce en cela le repli des moins préparés dans ce qu'il appelle un présentisme pesant et désespéré, mais aussi et surtout parce qu'à très court terme, peu sont certains de réussir leur première année. Les chiffres de 2012 faisaient apparaître qu'environ un tiers d'entre eux ne passaient pas en deuxième année. Cette incertitude fait donc planer sur les plus fragiles un sentiment de menace, de disqualification sociale, comme dirait Pogam. Le doute touche tous les jeunes interrogés, mais de façon tout à fait inégale et de façon évidemment corrélative à leur probabilité de passer. Au moment de l'enquête par questionnaire, le questionnaire de 2012, au début de leur première année dans le supérieur, tous souhaitaient poursuivre leur formation l'année suivante. Au moment des entretiens, 6 mois plus tard, seuls quelques-uns étaient certains de poursuivre. Au total, toutes formations confondues, seulement un tiers d'entre eux étaient certains de continuer dans la même voie l'année suivante. Alors, afin de dépasser l'anxiété liée à un éventuel redoublement, nous leur avons demandé comment ils voyaient leur avenir 5 ans plus tard. Tous, ou presque, ont mis en avant l'impératif d'emploi. L'expression la plus répandue était « avec du boulot, déjà ce serait bien ». Aucun d'entre eux n'a évoqué l'idée de ce nouvel ethos du travail qu'est l'épanouissement dont nous parle Christian Lalive d'Épinay. C'est un point d'autant plus remarquable que cette même question que j'ai eu l'occasion de poser à des étudiants de l'université et à des jeunes de classe prépa, des CPGE, dans le cadre d'autres recherches, donne une réponse, elle, davantage, et même en prépa, totalement orientée vers l'épanouissement. Les aspirations de ces bacheliers sont manifestement, plus souvent le fait d'une forme de prémonition face au chômage qu'un réel projet. Pour ces jeunes, l'accès à l'enseignement supérieur semble être moins associé à la possibilité effective d'une mobilité sociale ascendante qu'à un rempart face à l'exclusion. Ce qui explique que pour beaucoup, le CDI prévale à la poursuite d'études, comme nous dit l'un d'entre eux.
parce que je sais déjà que c'est difficile de trouver des entreprises, déjà. Donc si on a l'occasion de trouver un boulot à la sortie du BTS, il ne faut pas le refuser, quoi. En conclusion, on peut dire que les difficultés de ces étudiants au sein de l'enseignement supérieur, leur moindre maîtrise gestionnaire du temps et l'insuffisance de leur capital informationnel les contraint à une forme d'anticipation qui tient plus de la prévoyance que d'une anticipation rationnelle comme la prévision. Ce ne sont pas pour autant des aspirations rêvées, comme dirait Bourdieu, qui distinguent les simples souhaits des aspirations effectives qui, elles, sont capables d'orienter les pratiques et sont dotées d'une probabilité raisonnable d'être suivies d'effets. Elles ne sont donc pas non plus effectives, d'autant moins que la suite possible au BTS n'a rien d'évident. Ces aspirations sont en définitive un entre-deux, une construction pas à pas dans laquelle le projet n'a pas encore trouvé sa place. Ces résultats interrogent bien entendu l'effet symbolique, et peut-être uniquement symbolique, de cette réforme, et confirment, s'il en était besoin, l'idée d'un ordre scolaire dominé jusque dans le supérieur. Mais il souligne aussi, et c'est là tout l'intérêt de ce travail, l'importance de la maîtrise gestionnaire du temps dans les trajectoires scolaires. Il conviendrait à présent, bien entendu, d'enrichir ce travail exploratoire afin de rendre compte plus précisément de ces difficultés, en mobilisant des variables spécifiques comme la spécialité, qui me semble très intéressante, mais aussi l'établissement et ses effets, ou encore les modalités de formation et les curricula, les PCS dont on a largement parlé ici, qui sont en plus, vous l'aurez compris, fondamentales dans le rapport au temps, ou encore le genre qui a sans aucun doute une place toute spécifique du fait même des stéréotypes, le sexe, pardon, qui a sans doute une place toute spécifique du fait même des stéréotypes véhiculés en bac pro. Et bien entendu, la question des apprentis pour qui le rapport de force dans la classe est inversé. Bref, autant de variables qui ont été soulevées durant tout le colloque, je suis bien content de finir là-dessus, et qui montrent que le travail de recherche à venir sur le bac professionnel est encore très riche malgré ses 30 ans. Alors comme disait un jeune que j'ai interrogé, il n'y a plus qu'à. Merci.